Résumé. Good afternoon. Thanks everyone for being here today. I am Edna Jaime, Director of Mexico Evalúa and member of the Executive Committee of the Paris Peace Forum. I am really honored to moderate this panel about a key issue, the recovery of international travel and tourism. As many of you, I feel bad about not being in Paris to attend the forum in person. But as we know, one of the most direct consequences of the pandemic has been the disruption of both domestic and international travel. This has affected the global economy and in particular, the tourism industry. According to a study by McKinsey, international tourism travels are expected to fall between 60 and 80% in 2020. Tourism spending is not likely to return to pre-crisis levels until 2024. This represents a loss of up to $1.2 trillion for the global economy and puts as many as 120 million jobs at risk, says the World Tourism Organization. This massive challenge calls for innovative solutions for governments, companies, civil society organizations, and international agencies. This is why I am really honored to moderate this panel, which gathers leaders from the public and private sectors, as well as international organizations, to address the challenges and opportunities to change the face of international travel and tourism. I would like to introduce our distinguished panelists of this day. Dr. Ala Al-Said, Minister of Planning and Economic Development of Egypt. Mr. Habib Amar, Minister of Tourism of Tunisia. Mr. Agustin de Romanet, Chairman and CEO of Group ADP. And Mrs. Sandra Carbao, Chief of Tourism, Market Intelligence and Competitiveness at the World Tourism Organization. So, without further introduction, let's begin with the first question to kick off our discussion. I just want to remember the panelists that in the 2 rounds of interventions, we're going to have 4 minutes. I will really appreciate you take it into account. The first question is to Mr. Ala Al-Said. And the question is, how was Egypt impacted by the sudden drop in international tourism and travel? And what initiatives has taken the country to salvage the industry? What are the perspectives in the near future? Welcome, Dr. Ala Al-Said. Sorry, I can hear. Greetings from Cairo. You hear me now? Okay. Greetings from Cairo. I would like to express my appreciation for France to organize this Paris Peace Forum. We have loved all to be there in person and to meet all these distinguished panelists, but of course, we all understand the global repercussions. Let me say that, of course, as you mentioned, the dynamic industry on travel and tourism has been highly affected by the post-COVID-19 repercussions. And of course, in Egypt, the tourism industry is a very strategic industry, given its critical importance for employing millions of Egyptian people, and also as a main source, a reliable source of foreign exchange. The tourism sector is extremely vulnerable
to economic and political fluctuations. It has always been vulnerable to economic and political fluctuations. It's always among the first to suffer, and it's always among the last to recover, which makes workers in this sector significantly vulnerable to shocks. This is what happened as the rapid spread of the coronavirus has resulted in considerable economic shutdowns, forcing business closures and triggering record losses worldwide. In Egypt, our tourism sector employs about 14% of the labor force, offers about 2 million direct jobs and 2 million indirect jobs, in addition to the irregular workers that are related to the sector. Tourism revenues also, as a foreign exchange source of finance, were expected to reach about 16 billion this year, growing by about 30% compared to the previous year. However, the spread of the coronavirus and the international tourism has resulted in a decrease in our revenues for the year 2019-2020 by about 30% relative to the previous year. The country has taken definitely very serious initiatives to mitigate the negative repercussions of the pandemic. We adopted a proactive strategy very early on, different policies targeting the sectors that are the most vulnerable and the population that is the most vulnerable. These included both monetary and fiscal measures, mainly focusing on sustaining economic activity and at the same time proactive and precautionary health measures. So the balance between sustaining the economic activity and at the same time taking care of the health consideration. These measures were basically into three dimensions. The first one was easing the financial burden on different tourism facilities through deferring all payments and all sovereign dues, whether they are licenses, whether they are taxes, whether they are municipality fees, deferring this for 6 months, and then the companies can also apply another 6 months for deferment according to the Minister of Tourism application to the cabinet. Also, the Central Bank of Egypt has launched a tourism finance initiative, which acts as a facility that supports a continuation of hotel operations, a working capital to the hotels, and finance their current operating costs. We also regarded this period as an opportunity to first encourage domestic travel and taking all precautionary measures in accordance with, of course, the WHO health and safety standards. We also found this as an opportunity to upgrade the level of infrastructure and the sector's physical capital through renovation of sites, renovation of facilities, in addition to training our human capital with increased capacity building and training. The third dimension, the government established the Emergency Tourism Workers Aid Fund, which supports employees working in the sector. Our main focus was to maintain our employees in the sector, because if these employees leave, it's very difficult to bring them back. And these are trained calibers that we want really to retain. So the Workers' Aid Fund, which supports employees in this tourism sector by providing them with monthly salaries for 6 months. Of course, this guarantees that also the owner and the employer has to keep these people working for him, in addition also to offering cash transfers to the irregular workers working in the industry. Thank you, Minister. Okay. Thank you, Minister. I really will appreciate your perspectives for the future in the next round. Thanks a lot. Now is a turn to Minister Amar. Now we have heard about what Egypt has done. Very impressive. What has the government of Tunisia done to confront the crisis, the tourism and travel crisis?
And what are the perspectives in the near future? You have the voice, Minister. Merci bien. Tout d'abord, je voudrais dire tout l'honneur qui m'est choix d'être ici avec vous pour participer à ce forum de Paris pour la paix dans sa 3e édition et plus particulièrement dans son panel consacré au secteur du tourisme qui connaît vraiment probablement la plus grande crise internationale de son histoire avec cette pandémie de Covid-19. Et qui est de la Tunisie, nous avons l'exposé de Madame la ministre de la Planification et du Développement économique d'Égypte. Et on est quasiment dans la même tendance au niveau des mesures qui ont été prises. Pour nous, je vais faire quand même un bref rappel sur le poids de ce secteur touristique. Si on prend les chiffres purement officiels, il représente environ 7% du PIB, mais aussi il emploie 400 000 personnes, donc de façon directe ou indirecte. Donc environ, si on prend avec des familles, donc 400 000 familles, ce qui correspond environ à 2 millions de Tunisiens, vivent directement ou indirectement du tourisme. Mis à part cela, le tourisme, c'est un secteur qui tracte beaucoup d'autres secteurs, je dirais pratiquement toute l'économie, les secteurs de l'économie tunisienne. En Tunisie, quand le tourisme va mal, tout va mal, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez un lien qui est quasiment direct, un impact quasiment direct sur le secteur du transport, sur notre compagnie aérienne également, qui transporte deux passagers sur 3 sont des touristes. Vous avez également des problèmes au niveau de l'artisanat. Vous avez également des problèmes au niveau du commerce, du tourisme de santé, avec tout un secteur qui s'est développé ces dernières années avec des cliniques privées. Vous avez également le secteur de l'agriculture, puisque nous nous orientons de plus en plus vers l'agritourisme et aussi au niveau, donc c'est un secteur qui touche à tous les autres secteurs. Si on revient au niveau des chiffres, l'impact qu'a eu cette pandémie est vraiment, elle a été un peu, vraiment très fort comme impact. Nos recettes touristiques ont baissé jusqu'à ces derniers jours, donc de 80% par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne les entrées de touristes, de 77%, et les nuitées hôtelières de 80%. Bon, c'est vrai que tout ceci rentre dans le cadre d'une tendance quasiment mondiale, puisque l'Organisation mondiale du tourisme prévoit une baisse aux environs des 70% au niveau des différents indicateurs pour cette année 2020. Toujours est-il que sur un plan économique, l'impact social a été très important. Donc, pour notre première vague qui avait débuté au mois de mars, l'État a pris un certain nombre d'actions à l'image de ce qui a été fait en Égypte, c'est-à-dire tout d'abord un certain nombre de mesures pour alléger et améliorer la trésorerie des entreprises touristiques, car la finalité, comme l'a bien dit Madame la Ministre, c'est qu'il s'agit tout d'abord de sauvegarder les emplois, qui est le véritable fonds de commerce de cette industrie touristique. Et donc il y avait eu un certain nombre de mesures, des subventions qui ont été données pour payer une part du salaire de certaines, d'une partie, pendant 2 mois, ça a été donné pour les travailleurs, les employés du secteur touristique, mais également un décalage au niveau des remboursements des crédits bancaires pendant 3 mois, un décalage également des charges de sécurité sociale, et en plus un crédit, une ligne de crédit de 500 millions de dinars qui était cautionnée par l'État, donc garantie par l'État, à raison de 100 millions de dinars pour le secteur touristique. Donc voilà un peu toutes les mesures qui ont été prises. Bon, la plupart ont été appliquées sans aucun problème, mais par exemple celle relative au crédit bancaire
avec la ligne de crédit de 500 millions de dinars, il y a eu quelques difficultés au niveau d'application pour des raisons administratives, mais aussi vu que le secteur est quand même endetté après 10 années qui ont été très difficiles. Nous avons eu plusieurs reprises des crises, donc en 2011, ensuite en 2015 avec 2 attentats terroristes. Pour le deuxième, ça a été vraiment très difficile pour le secteur. Et enfin, c'était et enfin avec la pandémie du Covid-19. Voilà, donc thank you. ça, Thank you, Minister. Pardon? Thank you, Minister. We will have another opportunity to hear more about the Tunisian experience and what are you doing. Very interesting, very sound. Now I want to set a question to Agustin de Romanet. When so many international borders are shut with travel restrictions applying everywhere, how to maintain the most necessary flows and exchange between countries? What is the role of airports to keep this connection with the rest of the world? What measures ADP Group put into place during lockdowns? Do you have in mind some sort of innovation that can allow us to return to normality? Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis ravi de saluer les membres du Forum sur la paix et notamment le ministre tunisien du Tourisme, puisque via notre filiale TAV Airport, nous gérons 2 aéroports en Tunisie. Alors, pour répondre à votre question, je dirais 3 choses. D'abord, les aéroports doivent faire la preuve que le transport aérien ne transfère pas le Covid, ne véhicule pas la pandémie. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie d'abord. Les filtres de tous les avions modernes sont des filtres de bloc opératoire, donc on n'attrape pas le Covid dans l'avion. Il nous appartient à nous, exploitants aéroportuaires, de mettre en place toutes les mesures sanitaires pour garantir aux passagers qu'ils ne vont pas attraper la maladie dans les aéroports. Distribution de gel hydroalcoolique, nettoyage 3 fois par jour, etc., etc. Il faut bien, notre rôle d'aéroport, c'est de bien montrer que la pandémie ne se transmet pas dans le transport aérien. La deuxième chose, c'est de diffuser des bonnes pratiques auprès de nos États. Il faut bien se rendre compte que pour beaucoup de responsables politiques, celui qui vient de l'étranger est un ennemi. Celui qui vient de l'étranger est une menace. Celui qui vient de l'étranger est une crainte. Donc, j'ai beaucoup poussé pour que le gouvernement français développe les tests à l'arrivée, de façon à permettre à tous les passagers venant des pays à risque d'être testés pour éviter ce qu'on appelait la quatorzaine, c'est-à-dire d'être mis 14 jours à l'hôpital ou à l'hôtel ou chez soi. Donc, nous avons eu, au-delà du fait que les aéroports devaient être les plus sains possibles au point de vue sanitaire, nous avons développé des bonnes pratiques au sein du gouvernement pour encourager à des mesures qui préservaient la bonne réputation du transport aérien, qui évitait à la population de penser que si le transport aérien continuait, il allait diffuser la maladie. Donc nous avons été promoteurs des tests à l'arrivée et des tests au départ aussi, parce qu'il faut que les passagers puissent être munis d'un test pour tous les pays vers lesquels ils vont. Et alors il y a tout le débat sur les tests antigéniques et PCR sur lequel je ne vais peut-être pas m'étendre parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le troisième point, la connectivité est un bien mondial précieux. Et donc, il nous appartient à nous, gestionnaires d'aéroports, de promouvoir auprès de tous les États du monde la nécessité de recréer la connectivité, recréer la possibilité d'échange. Et pour cela, nous travaillons sur des protocoles sanitaires entre les différents aéroports et aussi, bien sûr, une reconnaissance mutuelle de ces protocoles par les différents États et une reconnaissance mutuelle des tests. Donc, je ne veux pas être trop long. Mais simplement, je veux renchérir sur ce qu'a dit Madame la ministre égyptienne et Monsieur le ministre de Tunisie. Le tourisme représente de 10 à 20% du PIB de très nombreux pays. C'est 9% du PIB mondial. Et restaurer la connectivité aéroportuaire, ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'emplois dans le monde. Et donc, mon dernier mot sera pour dire la chose suivante. Spontanément, pour un dirigeant politique, c'est confortable de fermer le trafic aérien.
on évite de donner le sentiment qu'on importe la maladie. Mais en refusant d'importer la maladie, on refuse d'importer les touristes, on refuse d'importer les échanges commerciaux. Donc ce qu'il faut, c'est prendre toutes les mesures sanitaires pour que les passagers qui arrivent soient sains et maintenir des flux aériens, parce que la mort du trafic aérien, c'est le développement du chômage. Voilà, j'étais un peu trop long, mais c'était mon principal message. Thank you. Thank you, Agustin. It's really important to hear that you are taking all the possible measures that to regain the confidence for the connection and for traveling. Thanks a lot. And this question is for Sandra Carvalho. How can the current crisis be turned into an opportunity for the tourism industry to reinvent itself? Is it possible? Is it just, are we just wishing something possible or impossible? Thank you so much. First of all, on behalf of the World Tourism Organization, the UN Specialized Agency for Tourism, it's a pleasure to be here in this forum discussing how actually tourism can be a force for peace, which is the topic here. And I would start by linking this issue with what was just mentioned in terms of the impact of this crisis on tourism and specifically on employment. As you mentioned in the beginning, we have more than 100 million jobs at risk at this moment. And particularly the crisis is affecting the more vulnerable populations, women, which make a big part of the tourism employment more than in other sectors, youth, informal workers, but also those countries where tourism is a huge part of their GDP and their employment. So I think the first message when we think about reinventing is the importance of sustaining the sector. I would put that forward as the importance of making sure that tourism is a priority in national and international recovery efforts, because without sustaining the sector, evolving to change it will be very difficult. But at the same time, and the UN Secretary General launched recently a policy brief sharing that opportunity to actually look into the sector as we rebuild, to rebuild in a different way, a more sustainable way, more inclusive. It is an opportunity for us to think about the relationship between tourism and the impacts on the environment, on society, on communities. It's also an opportunity to upskill our workers. One of the mentions that the Minister Egypt meant is about reskilling and giving capacity to the tourism employees. We will live, unfortunately, 2.5 to 4 years where we will see demand much below the levels that we had prior to the crisis. That means a risk which is huge for our talent, for the investment that was done in talent. So we need to keep those jobs. We need to prepare the people for the new sector as well. And that means skills in environmental technology, in digital transformation, in new products, new experiences. Consumers will want a more sustainable sector, a more responsible sector, and it's our opportunity to do so. I also want to highlight one of the important points if we are to reinvent our sector, and I think it's applicable to all the sectors in the world in this crisis, is we need to reinforce our multilateral collaboration, because we're seeing now in the crisis, and the CEO of the airport of Paris just mentioned, border restrictions are probably the biggest challenge for tourism recovery at this point. And we can travel in a safe way. We need to implement the protocols, they are there, but we need to ensure that governments reinforce their multilateral collaboration so that we can get the sector restarting and we save jobs. And finally, one last point, which I think is very important, is as we are in a forum where we discuss a lot of international support, is to make sure that we have the mechanisms to support countries like small island developing states where tourism is the backbone of their economies. Thank you very much, Sandra. I'm going back to Minister Ala Al-Sayed. I know I interrupt you. I'm sure you have things to share about your perspective about the future of tourism in Egypt and all around the world. But I want to add a question. How can we
bring back visitors while avoiding the negative side effects of mass tourism? Thank you very much. And I'd like to commend what Mr. De Romano have mentioned, talking about connectivity as a very important public good. That's very true. Its implication, connectivity, the world is based on connectivity. So it's a very important public good that we all have to maintain and sustain. Let me share with you what Egypt has done in terms of the post-COVID. The improving COVID situation signaled a possible return of visitors to countries like Egypt, especially that when you talk about beaches, when you talk about sunny beaches and good weather, it was a good opportunity for international tourists to come and visit a lot of places in Egypt and enjoy the good weather, and it's a healthy place to be during the COVID. But the government decision was to resume international flights, to open touristic sites and facilities, was very much consistent with its strategy aimed at maintaining a balance between ensuring people's health as a top priority, yet at the same time, we need to sustain economic activity. We believe that this enabled us to continue to achieve a GDP growth rate, which is maybe the only one in the region that is a positive growth rate for a few economies to grow in the midst of the crisis. What is very important also is to take all the necessary measures, and I also commend what he mentioned about having tests on arrival and having tests on departure to make people feel secure and safe. At all the airports, having all the facilities and precautionary measures at hotels, tourism facilities, in order to make sure that all tourists are safe. Actually, since we opened the international flights, we received about 400,000 tourists. None of them, zero COVID cases, have been recorded, despite all people and tourists coming from various countries all over the world. This indicates that the government has been, since we have put the right measures, the government has been successful in acting on its dual responsibility and protecting business and, of course, protecting health of people. What is also very important is to rely and utilize what we call the epidemiological mapping on the domestic level to guide decisions on restarting tourism in which areas. So having this epidemiological mapping is a very good sign locally and internationally to guide all your decisions on reopening and restarting all your business and reopening all your sites, and will, of course, attract tourists, reducing any pandemic outbreaks or avoiding any hotspots. So Thank you very much. this. Okay. If you wanted to close. No, I mean, you're talking about also mass tourism and the sustainability. And I think that sustainability should be a guiding principle to build a strong and more resilient tourism anyway. We are, of course, tourism, sustainable tourism is an essential element of Egypt's Vision 2030, recognizing all the importance of the environmental and social aspects as core themes in all development programs across all sectors. We strive to achieve sustainable, inclusive growth through optimal utilization and expansion of all our country's resources in order to meet the current needs while guaranteeing the rights and the resources of all our future generations. Thank you very much, Minister. Minister Amar, above what have you tell us that Tunisia is doing, how are you going to manage to recover the tourism sector in Amar? What are your perspectives for the future? Are we in the face of an opportunity? How is your perspective? What is your perspective? Sorry. Mm-hmm. Merci. Donc,
Je pense qu'à l'heure actuelle, vu qu'on est en pleine deuxième vague de cette pandémie, c'est-à-dire le défi du court terme, à l'heure actuelle, c'est comment protéger les 400 000 emplois pour éviter les troubles sociaux, mais aussi comment protéger le tissu d'entreprises touristiques jusqu'à, disons, mai-juin, où il y aura très probablement une reprise du secteur. Il faudrait qu'à cette date-là, l'on ait encore une main-d'œuvre qualifiée, qui soit encore dans de bonnes dispositions, mais aussi des sociétés touristiques capables d'accueillir les touristes dans les meilleures conditions. Donc pour cela, le gouvernement tunisien va décider dans les jours à venir une série de mesures pour protéger les emplois, bien sûr, mais aussi pour protéger les entreprises pour qu'elles soient capables de drainer des entrées donc, de touristes durant la période mai-juin. Donc il y aura quand même des mesures économiques. Ceci étant dit, nous devons faire davantage, nous devons renforcer tous nos efforts qui ont été très efficaces d'ailleurs pour renforcer la protection sanitaire des touristes et des citoyens de façon générale, partout là où ils vont. Nous avons été parmi les premiers pays à faire un protocole sanitaire pour le tourisme et qui a été globalement efficace dans la mesure où, après 6 mois maintenant, nous avons constaté qu'un seul cas très récemment qui a eu des problèmes de Covid et qui est malheureusement décédé dans un de nos hôpitaux il y a 2 semaines de ça environ. Mais sinon, pour le reste, nous avons quand même reçu près de 400 000 personnes et aucun cas n'a été diagnostiqué, même si, bon, on ne peut pas se prononcer dans la mesure où tous ces touristes-là n'ont pas été testés. Mais, ceci étant dit, on peut dire que nous n'avons pas eu de cas infectés, ni de touristes, ni du personnel qui travaillait dans les hôtels. Donc, c'est quand même un protocole qui est assez efficace, que l'on est en train d'améliorer au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Donc, tous ces efforts seront bien sûr maintenus. Ceci étant dit, nous sommes appelés dans cette période de crise parce que le tourisme d'après Covid sera très différent de celui d'avant Covid. Donc, nous sommes là, nous nous préparons, nous sommes déjà prêts pour agir d'une façon différente. C'est-à-dire même au niveau de nos travaux, au niveau de nos participations avec nos contacts avec les opérateurs étrangers, tout se fait par le digital maintenant. Nous n'avons pas cessé ce contact-là. Également, nous avons toute une panoplie de mesures pour changer notre politique de communication. Nous sommes en train de réviser toute cette façon de travailler qui sera peut-être ancienne avec les représentations à l'étranger pour rationaliser un peu ce travail-là, comment être encore plus efficace avec cette nouvelle donne. Bon, maintenant également, il y a tout un travail de fond qui doit s'amorcer. Nous voulons profiter de cette crise pour faire les réformes de fond dont notre secteur, le secteur du tourisme en Tunisie a besoin. C'est par exemple la mise à niveau du secteur du balnéaire qui reste l'épine dorsale de notre secteur, donc le tourisme balnéaire. Néanmoins, nous avons tellement d'autres produits de diversification que l'on doit absolument booster durant cette période. Notamment au niveau du tourisme alternatif, comme les gîtes ruraux, comme les maisons d'hôtes, tout ce qui touche également au tourisme saharien, qui est la fierté de notre tourisme, qui connaît également des problèmes dus essentiellement au fait que le tourisme balnéaire connaît des problèmes. Donc, parce qu'il a été conçu comme une succursale, comme une, comment dire, du tourisme balnéaire. Donc, il y a tous ces chantiers-là que nous sommes en train d'ouvrir et de travailler pour aller de bon pied. Exactement. Et aussi, le marché intérieur. Thank you, Minister. Le parent pauvre de notre secteur du tourisme fait aujourd'hui l'objet d'une grande attention et de travaux. Thank you, Minister. And voilà. Thank you, Minister. Thanks a lot. Merci. And the next question is for Agustin de Romanet. Agustin, how do you imagine the post-COVID world? How
your industry, how do you imagine your industry has to restructure in the post-COVID world? Alors, le monde va revenir à un monde équivalent à ce qu'il était avant le Covid entre 2025 et 2030 selon les scénarios. Eurocontrol a fait un scénario très pessimiste à 2030, mais on va dire 2024-2025. Entre-temps, il va se passer deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, le rythme de croissance du transport aérien, qui était exceptionnel, il faut bien le dire, va ralentir un peu. Songez que dans le monde, il y avait 100 millions de passagers en 1960. L'an dernier, il y en avait 4,5 milliards et on prévoyait 9 milliards de passagers en 2040. Ça veut dire une multiplication par 90 en 80 ans. Donc ce rythme de croissance n'était probablement pas soutenable et les aéroports vont un peu reprendre leur souffle. Tous les ans, nous devions construire des nouveaux terminaux, des nouvelles capacités, etc. Donc la première chose qui va changer, c'est que le rythme va un peu baisser sous l'effet de cette crise. La deuxième chose qui va être prise en compte, nous avons aussi nos réformes de fond à faire, comme disait le ministre tunisien. Les aéroports doivent être très attentifs à leur mission d'hospitalité. Au fond, un aéroport, c'est un hôtel où les gens ne dorment pas. Mais ils passent beaucoup de temps dans les parties communes, plus que dans un hôtel. Donc nous devons continuer à progresser dans la qualité des espaces, la qualité de ce qui est offert aux passagers. Les aspects sanitaires, on va beaucoup travailler sur la climatisation. On va beaucoup aussi travailler sur notre attitude pendant les pandémies. Par exemple, la prise de température à la sortie de l'avion, qui était quelque chose que nous ne connaissions pas en Europe, mais pourtant qui était banal en Afrique. C'est quelque chose que nous devrons maintenant mettre en place. Dès qu'il y a une menace de pandémie, il faudra qu'on prenne l'habitude d'avoir des mesures sanitaires plus normales en quelque sorte. Et puis, la troisième chose qui va venir après le Covid, et je vais en terminer par là, c'est que nous devons prendre toute notre part dans la transition écologique. Parce que, au moment du Covid, je ne sais pas si c'est le vrai dans les autres pays du monde, mais en France en tout cas, le transport aérien est pris comme un bouc émissaire du réchauffement climatique. Donc, nous devons travailler à la décarbonation du transport aérien. Depuis 2019, on va dire, depuis le Flixcam et Greta Thunberg, il y a une prise de conscience dans le monde que les avions ne doivent pas émettre trop de CO2. Donc, nous travaillons sur le futur aéroport qui accueillera les avions à hydrogène. Donc, il faut des nouveaux réservoirs à hydrogène, des avions électriques et plus généralement le verdissement de nos aéroports. Thank you very much. And I'm going to pick up a question from the public that is directed to Sandra and very related of what you have said, Agustin. And is how is the network of United Nations World Tourism Organization observatories for sustainable tourism contributing to build forward better? Thank you very much. I think the role of the UNWTO in fostering sustainable and inclusive growth and resilient as well, because we've seen how the importance of being resistant to crisis has become within these challenges is critical. And we always look into this with the three pillars: environmental, economic and social. The International Network of Sustainable Tourism Observatories are a very effective tool that allows us to measure the impact of tourism on the ground on these three pillars. And it is complemented with a wider measurement at the national level that from the World Tourism Organization, we're leading with the wider UN system, which is called Measuring Sustainable Tourism Initiative, that wants to implement comparable systems of measurement between countries and measuring beyond what we generally know in terms of economics, the impact on GDP, and looking really into our impact in terms of environment, in terms of social impact, how residents see tourism, how their life is impacted, how they benefit from tourism, but also waste management, water management, emissions. So from our side, it's a very practical tool, and I do invite all that are listening to us today who want to make sure that their destination
is embarking on this path of a more sustainable future, to make sure that they are in contact with us, and we'll be more than happy to enlarge already our big network of sustainable tourism observatories around the world. Thank you very much, Sandra. We have we have 5 minutes left. So I want to ask you, and if you can respond in 1 minute, half a minute, will traveling never be the same after this crisis? I don't know which one of you will like to respond this question. The floor is yours. I couldn't hear the question. Could you repeat the question again, please? Yes, will traveling never be the same again after the crisis? Well, as I mentioned, it all depends on, it needs a political will. I think that global leaders have all to agree that connectivity is very important. The amount of job losses and decrease and loss in GDP across countries will be huge. So we need to take the necessary measures. We need to keep the travel going. This is a major source of foreign exchange for a lot of countries. It's a major source of job opportunities. We cannot afford to make this sector and public good, as has been mentioned, being affected. So it needs a political will. It needs cooperation on the international level. We need to have the guidelines clear. All airports have to take the necessary measures and upgrade the level of hospitality and the level of services. The healthcare guidelines should be always announced. And I think we should continue living, because sustaining economic activity and, of course, balancing the healthcare measures is very crucial, but we need to sustain economic activity. Thank you very much. Does anybody wants to add something just to close? Oui. Okay. Oui. Voilà, juste, je voudrais dire que, en fait, vous parliez du déplacement. C'est pour moi primordial que les choses reviennent comme avant. D'abord, c'est un échange humain. La digitalisation, c'est bien, c'est efficace, ça permet de gagner du temps, mais ce n'est pas du tout le même contact humain qui doit être renoué. Je pense que cette année, c'est une année de pandémie, mais qu'une fois ce vaccin qui est trouvé et qu'il soit généralisé un peu partout dans le monde, et que bon, il y aura d'autres mesures certainement dans les aéroports, dans les différents endroits d'affluence, mais je pense absolument que ce contact humain et ces échanges humains doivent absolument retourner comme ils étaient avant cette pandémie. Autrement, je pense que nous aurons perdu une grande partie de nous-mêmes. Voilà, je vous remercie. Voilà, mais si je peux me permettre de dire juste 3 mots. Thank you very much. Le monde entier connaît en ce moment ce que c'est que le prix de la non-connectivité. Le prix de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir faire du tourisme, de ne pas pouvoir rencontrer les autres. Et donc, je crois qu'on doit tous travailler vers un tourisme et un transport aérien en général qui soit plus durable. C'est-à-dire peut-être que le billet d'avion coûtera un petit peu plus cher pour permettre de financer la recherche sur les avions décarbonés et pour permettre un tourisme plus responsable. Et peut-être qu'il y aura un peu moins de voyages d'affaires et un peu plus de tourisme responsable. If I may leave everyone with the last word. Go ahead. Half a minute, please. Half a minute. I think the crisis showed how important the tourism sector is and the impact it has on so many levels of our lives. And I'm sure that after the crisis, we'll be happy again to discover the wonders of travel and the immense impact it has. Yeah. Thank you very much. So we have run out of time. In this panel, we have explored some ideas of how to use this global crisis as an opportunity to rethink the tourist development model. Thanks again, Minister Al-Sayed, Minister Amar, Agustin Romanet, thanks a lot.
Sandra, thank you very much for your valuable insights. Merci. Merci. And thank you very much to all of our audience around the world for the kind attention. Thanks. Merci bien.